Il a connu le temps des guérilleros en Amérique latine, mais assure ne plus se passionner pour la politique. Il hait le monde de la finance et des start-upers, mais montre une certaine indulgence à l'égard du monde actuel. Il avait tout dit sur mai 68 avant tout le monde, mais il ne veut plus en parler, surtout pas en ce 50e anniversaire. Il écrit parfois dans Le Monde Diplo, mais ne dédaigne pas non plus de croiser le fer parfois avec Alain Finkielkraut dans les pages du Figaro. Aujourd'hui, il publie Bilan de faillite chez Gallimard, un livre dédié à son jeune fils, Antoine, bilan d'une vie de père voué à éclairer les choix d'un jeune homme. Régis Debray, l'un des plus importants et des plus aigus intellectuels contemporains, est avec nous aux médias aujourd'hui. Merci à lui. Merci à vous. Vous vous trompez sur un point. Les intellectuels n'ont plus d'importance. C'est ce qu'on va voir. Alors, Régis Debray, en effet, dans ce livre, dans ce nouveau livre, on vous sent un petit peu revenu de beaucoup de choses, en tout cas revenu de la politique. Et pourtant, vous êtes absolument à part, absolument différent de Feu, les nouveaux philosophes, pas seulement parce que vous avez une œuvre véritable, mais parce que, contrairement à eux, vous ne condamnez pas les expériences révolutionnaires du passé. Par les temps qui courent, c'est presque devenu une forme de vrai courage. Non, je ne les condamne pas du tout. Et n'attendez pas de moi une palinodie ou une récipiscence. Simplement, je les périodise. C'est-à-dire, je suis forcé de constater que j'appartiens à un temps largement révolu. Je viens d'une planète en extinction, qui est celle, d'abord, où il y avait une promesse crédible, disons la promesse héritée des Lumières, qui pouvait prendre diverses formes, dont le communisme, et j'allais dire à la limite la social-démocratie, si on pense à la Suède ou à mon ami Olof Palme par exemple. Mais c'était aussi un temps où il y avait une autre ingénierie du symbolique, c'est-à-dire que c'était encore le temps de la chose imprimée. On peut dire qu'il y a trois époques, si vous voulez, dans l'histoire du monde symbolique. Il y a la chose écrite, en gros Platon, la chose imprimée, d'où vient la Réforme, la Renaissance, et le socialisme. Vous avez remarqué que tous les socialistes, enfin tous les fondateurs de partis, sont des hommes de l'imprimé, sont soit des éditeurs, des imprimeurs, des prods, des typographes, des ouvriers du livre, tous. Et Mao lui-même était bibliothécaire. Mais tout le mouvement ouvrier procède dans sa partie combattante, combative et même syndicale du livre. Et puis est venue la chose vue, comme on dit. Vous savez, il y a tant de vues sur des millions de vues, des trucs. Et c'est aujourd'hui donc l'image. Donc il y a eu, si vous voulez, une sorte de bouleversement écologique. Il y a un nouvel écosystème dans lequel je suis bien forcé de voir que je n'ai pas ma place, tout simplement, et que les gens comme moi n'ont plus leur place, ou en tout cas c'est une place qui oblige à faire chambre à part, c'est-à-dire qui n'a plus d'impact. Je viens d'un monde où un texte pouvait encore avoir un impact sur le cours des choses. Je lisais l'autre fois, hier je regardais André Gide, Retour de l'URSS, petite plaquette, 1936. Vous savez combien il en a tiré d'exemplaires? 150 000. Quand Sartre écrit Ouragan sur le sucre, il revient de Cuba en 1960, François, 1 million d'exemplaires. Voilà. Donc, je ne parle pas d'Émile Zola et de l'impact d'un texte en tout petit caractère, sans aucune photo, sans aucune illustration, à la une de l'Aurore. Un texte qu'aujourd'hui aucun rédacteur en chef n'accepterait. Aucun. Il éclaterait de rire. Donc voilà.
La faillite dont je parle est donc la faillite d'un projet d'influence qui passait par l'écrit, si vous voulez, ou en tout cas la réflexion, ou en tout cas le débat, ou en tout cas la délibération argumentée, bref, la parole. Et je dois constater que les mots ont perdu leur charge active ou leur force d'entraînement et qu'aujourd'hui, et la preuve de ce que je dis, c'est que je suis là avec vous, et qu'aujourd'hui, il faut être vu, c'est-à-dire qu'il faut passer par un tout autre canal, et qui oblige très vite, si vous voulez avoir de l'influence, et qu'est-ce qu'un intellectuel, sinon un lettré qui a un projet d'influence, qui vous force très vite à devenir un showman, c'est-à-dire, si vous voulez être sérieux, vraiment sérieux, il faut aller chez Rouquier le samedi soir. Ça, ce sont des gens sérieux. Parce que là, vous touchez beaucoup de monde, et votre livre sera vendu à 20 000 exemplaires automatiquement, même si c'est le bottin. Donc voilà, je constate donc, si vous voulez, que j'ai vécu dans un temps où ce qui était possible ne l'est plus. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un texte, qu'un livre ne peut plus changer le monde? Est-ce que vous pensez vraiment ça? Ah oui, je le pense. Ou alors il faut que de ce livre naisse tout de suite une série ou un film. Il faut en tout cas qu'il soit illustré. Et il faut que l'auteur de ce texte soit présent sur les réseaux sociaux et comptabilise les centaines de milliers de vues qu'il aura ou n'aura pas. Oui, je crois effectivement que il y a une ingénierie, de la pensée, si vous voulez. Voilà. Elle était hier axée sur le texte écrit et imprimé et diffusé, les pages. Elle était dans les livres, elle était dans les revues. Aujourd'hui, ce monde continue d'exister, mais dans un monde dominé par le chiffre et par l'économie, tout cela semble ludique, spéculatif, amusant, et en tout cas ne concernant que 5 ou 6 000 personnes. Voilà ce que je suis forcé de constater. Donc, je prends acte, mais sans acrimonie, d'une certaine obsolescence de celui que j'étais en 1960. Moi, quand j'étais en 1960, j'ai publié un texte dans l'État moderne qui s'appelait « Le castrisme », la longue marche de l'Amérique latine, c'était en 1964. Ce texte arrive à Alger dans les mains du Che. Le Che le remet à Fidel Castro et il y a une sorte de, comment dirais-je, d'attention, c'est-à-dire que aujourd'hui vous donnez une revue à un dirigeant politique, ça l'amuse. Hein. Il se tourne vers son directeur de com et il lui dit est-ce qu'on a la couve de Paris Match? Donc voilà. Donc c'est effectivement cet écosystème que j'appelle la graphosphère, c'est-à-dire fondé sur le signe écrit, sur le caractère écrit, le caractère d'imprimé, je crois, et n'a pas disparu, bien sûr. Il est aujourd'hui subordonné ou avalé, phagocyté, dominé, restructuré, refondu par le monde que j'appelle vidéosphère, ou en tout cas qui a d'autres paramètres. Par exemple, le punchline remplace le laïus en 3 points. L'économie de l'attention a été bouleversée, n'est-ce pas? Vous le savez, vous avez été professeur. Je me souviens, en 1950, on savait que les cours devaient durer 55 minutes. Bon, c'était comme ça. Après, j'ai fait des cours et je voyais que l'attention n'était plus la même au bout de 20 minutes. Donc, il faut admettre que l'homme est un animal médiologique qui dépend largement dans son activité intérieure des conditions extérieures
et qu'il ne faut pas prendre ça au tragique, c'est l'évolution des choses. Ce qui me semble embêtant pour notre affaire, c'est qu'il y a pour moi pas seulement une concomitance, mais une comment dirais-je, une confusion, une interdépendance entre le monde analytique de l'écrit et le projet socialiste. Voilà. Et je n'ai jamais rencontré, quand vous regardez, j'ai un peu fait l'histoire du mouvement ouvrier, et même syndical ou anarcho-syndical, je vois la bibliothèque, je vois la lecture, je vois l'imprimé partout, je vois... alors, ça nous semble aujourd'hui très, très étrange, mais tout tourne autour du plomb, caractère en plomb. Et reprenez Dostoïevski ou Lénine, qu'est-ce que c'est que la lutte des bolcheviks? C'est la lutte pour le contrôle de l'imprimerie. Parce que le journal est l'organisateur collectif. Le journal fonde le parti. Bon. Aujourd'hui, plus de journaux, plus de partis. Ah ben en tout cas, plus de partis et effectivement, plus de journal de parti. Enfin, même l'humanité que nous aimons bien, l'un des seuls journaux à encore faire une place pour la critique de théâtre et la critique littéraire, old-fashioned, à l'antique, c'est-à-dire celle que nous aimons. Aujourd'hui, on met 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Voilà, non mais donc ça, c'est le médiologue qui vous parle, hein, c'est-à-dire celui qui étudie le milieu dans lequel l'animal intellectuel a à se déplacer. Quand je dis l'animal intellectuel, celui qui, par ses manifestations, son expression, ses démonstrations, veut atteindre l'esprit des gens et à travers leur esprit peser sur les événements. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Voilà, mais peut-être qu'on retrouvera, parce qu'il y a des résurgences toujours. Mais aujourd'hui, je suis bien forcé de voir que le déclin, disons, des organisations socialistes et communistes ne fait qu'un avec le déclin des instruments d'influence liés à l'imprimé. Mais à quel moment, vous, personnellement, vous vous dites le militantisme politique, c'est fini pour moi, je ne participerai plus à une lutte active? Ah non, je ne dis pas ça. D'abord, attendez... Vous dites ça, quand même. Dans le livre, vous dites ça. Je suis un citoyen... Et dans les conversations, Régis. Je suis un citoyen... Je continue de voter comme je votais il y a 50 ans. Simplement, je me suis rendu compte qu'il y avait une formidable... Excusez-moi, c'est très égoïste ce que je vais vous dire. Je suis un écrivain, c'est-à-dire... c'est un peu mon métier de travailler sur les mots, mais quand je travaille sur les mots à une fin d'influence politique, je me rends compte que non, que c'est fini. Et la preuve est que j'ai fait beaucoup de livres avant la chute de l'URSS pour montrer que l'URSS allait chuter, que c'était un faux empire. J'ai même fait des livres, des rapports, des documents pour montrer qu'il n'y aura jamais d'État palestinien, il y a 15 ans. Hein, bon. Mais je pourrais vous aligner des choses comme ça, et je constate que ça n'a absolument aucun effet, que tout le monde s'en fout. Bon. Et tout le monde s'en fout. Et qu'on ne se souvient même pas de ce que vous avez dit 10 ans plus tôt, quand les événements adviennent tels que vous les aviez annoncés. Je me suis aperçu de ça dans les années 80, si vous voulez, voilà. Parce que conseiller du président Mitterrand pour les affaires internationales, je me suis aperçu qu'au fond, que les déterminants étaient autres, que les affaires du dehors dépendaient des affaires du dedans, et qu'au fond, l'opinion régnait, et que l'opinion, ça se fabrique, et que les fabriques d'opinion ne passent plus par les bibliothèques. Les fabriques d'opinion passent par ce qu'on appelle la communication, c'est-à-dire un agencement de tromperies efficaces. Et pour ça, il y a des spécialistes, hein, qui sont très bons d'ailleurs. Ils font élire successivement
plein de gens qu'ils ne quittent pas. Hein. C'est eux qui ont ce qu'on appelle dans le cinéma le final cut. Positivement. Vous faites une note pour un président de la République pour lui suggérer, ça m'est arrivé, pour lui suggérer une initiative, etc. Celui qui décidera si ça se fera ou non, c'est le staff com. C'est ce qu'on appelle en anglais le spin doctor. C'est eux qui ont le final cut. Je pourrais vous en donner des exemples concrets. Alors vous vous dites, mieux vaut faire des romans, mieux vaut faire des scénarios, mieux vaut faire des livrets d'opéra. Je m'excuse, c'est peut-être décourageant, mais ça n'implique aucun démenti de ce qu'on a pensé ou de ce qu'on a fait. Simplement, on investit son énergie ailleurs tout en gardant la sympathie pour notre sympathie, ma sympathie, pour les mêmes forces. Puisqu'il en existe encore par chance, pour les mêmes forces qui étaient à l'œuvre déjà en 1960. Voilà. Alors, vous citez dans ce livre, donc, qui est une adresse à votre fils de 16 ans, oui. Qui est bachelier cette année. Oui. Vous citez Julien Gracq. Oui. Julien Gracq qui vous a dit un jour la politique n'est pas une activité sérieuse pour l'esprit. Est-ce que c'est une phrase que vous partagez? Oui et non. D'abord, dans la politique, je dirais, gouvernementale et pas seulement, c'est-à-dire dans la gestion des affaires courantes et pas seulement, j'ai constaté que la logique des forces l'emporte toujours sur la logique des idées. C'est-à-dire, si une idée que vous proposez n'a pas un sondage d'opinion favorable, elle sera mise de côté. Donc il y a, si vous voulez, cet opportunisme croissant, enfin cette façon de flotter sur l'émotion du moment pour être conduit, cette obsession de la popularité, cette mise en scène de soi, au fond, à laquelle tous les présidents procèdent. Et le président actuel le fait assez bien, il a un tempérament d'acteur c'est un bon metteur en scène de lui-même. Il faut devenir son propre impresario, quoi. Voilà. Bon. Alors ça, en ce sens, oui, je crois que Gracq a raison. Il a été communiste en son temps. Il faut se souvenir de ça. Gracq a milité avec les pêcheurs bretons avant 1940. Il avait des petites tendances trotskistes qui l'ont fait mal voir. Voilà. Et puis ensuite, il a retrouvé ses amis surréalistes et il s'est écarté évidemment des activités militantes. Alors il y a un autre sens où on peut dire non, si la politique au sens hegelien, c'est l'histoire, faire l'histoire, non, alors on peut dire que l'histoire de l'esprit passe aussi par là. Mais aujourd'hui, y a-t-il encore une politique historique? C'est-à-dire, y a-t-il encore une politique qui a un dessein, une perspective, qui suppose une idée de l'homme, qui suppose même l'idée d'une mission qui serait dévolue à la France, par exemple, à la République. Voilà. Non, je ne vois plus cela. Donc je dis oui et non. Alors évidemment, il y avait un aspect boutade chez Julien Gracq, qui était un homme qui était extrêmement lucide, vous savez. On a toujours présenté Julien Gracq comme un grand misanthrope, bougon dans son ermitage. Pas du tout. Il regardait les matchs de foot le soir et il était très au courant de tout. Il allait acheter son journal à la papeterie librairie du coin, voilà. Mais il voyait ça comme un historien et avec beaucoup d'ailleurs d'analogies avec l'Empire romain, la République romaine. C'était très utile. J'apprenais beaucoup de lui. Il ne faut pas oublier que c'était un professeur d'histoire. Alors, vous dites que vous ne voyez plus de dessin historique dans les politiques actuellement menées, que vous ne voyez plus de sens à tout ça, mais peut-être qu'il y en a un, justement, qui ne nous plaît pas,
mais qui va même à rebours des combats que vous avez personnellement menés, mais qui existent réellement. Je pense évidemment à l'alignement de la oui. politique française sur les États-Unis, dont la dernière visite de notre oui. président à Donald Trump a oui. été une illustration parfaite. Oui. Je pense aussi à l'alignement de la France sur ceux que vous appelez les comptables fous de Bruxelles. Oui. Tout ça, effectivement, va à rebours de ce que vous avez oui. intellectuellement désiré et réhabilité toute votre vie. On peut comprendre, quand on a mené ces combats-là, qu'on soit envahi par un profond sentiment de défaite. Mais est-ce que ce n'est pas ça, cette vision de l'homme et de l'histoire qui triomphe? Mieux vaut consigner une défaite, en prendre acte, que de s'entourer d'illusions autoprotectrices, et mieux vaut connaître la réalité pour ce qu'elle est, pessimisme de l'intelligence, et reste ensuite, comme vous savez, l'optimisme de la volonté, phrase imputée à Gramsci, qui était en fait de Romain Rolland. Enfin bon, passons. Mais oui, je constate que l'américanisation de la France, je ne la dis pas irréversible, mais je crois qu'elle a atteint un cliquet d'irréversibilité. J'étais l'autre jour à l'école de guerre et j'ai constaté que les manœuvres de nos armées se font en anglais. Si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas être lieutenant aujourd'hui dans l'armée de terre. L'interopérabilité des armements, cela concerne aussi bien la marine que l'armée de l'air et l'armée de terre. Mais c'est un signe parmi d'autres. L'économisme est un américanisme. C'est une chose qu'on relève aussi bien chez Tocqueville que chez Eliphore. Eliphore dit, mais au fond, il est cet historien d'art autodidacte, anarchisant, très à gauche, des années 30, est invité aux États-Unis. Et la description qu'il fait des États-Unis est absolument, elle convient. Il dit d'abord, c'est un formidable foyer d'énergie, de brutalité, dit-il. C'est une civilisation qui monte. Elle a une force d'entraînement considérable. Et il constate, mais là, ce sont les hommes d'affaires qui décident. Déjà, il désigne, il analyse ce que nous pouvons appeler l'économie, c'est-à-dire le remplacement du politique par l'économique. Bon. Aujourd'hui, c'est acquis, n'est-ce pas? C'est pas pour rien que c'est toujours le plus souvent, et avec l'actuel président, c'est Bercy qui prépare les présidences, n'est-ce pas? Le mouvement a été amorcé par Giscard. Il est dans l'ère du temps, nous sommes dans l'ère du management qui remplace le mot de gouvernement, et l'Europe est en train de se déliter, est en train de se déstructurer, de se défaire tout simplement, parce qu'on s'était imaginé avec M. Monnet, Jean Monnet, qu'on pouvait avec une monnaie faire un peuple, et qu'on pouvait avec des économistes construire un sujet historique. C'est ça ce qui est en train de se défaire. Et penser à l'Europe en ce moment, aujourd'hui, rend particulièrement triste quand on regarde sa lâcheté, on peut dire, sa déliquescence et sa mauvaise foi, c'est-à-dire au fond même son absence de fierté élémentaire. Monsieur Trump gifle l'Europe sur les deux joues tous les 3 mois, et l'Europe l'appelle à la retenue. Tout ça est très triste. Donc voyez-vous, faut pas trop. Si on veut garder le moral, il faut regarder ailleurs parfois. Hein. Alors, dans ce livre, donc, dans cette adresse à votre fils, où vous passez en revue les différentes professions qu'il pourrait envisager d'exercer, l'homme qu'il pourrait envisager de devenir. Oui, parce que je singe le langage des comptables, le langage actuel, qui est un peu le langage de sa génération, hein. Celui du résultat. Vous faites un calcul des risques. Voilà, donc et je joue à ça avec lui, mais lui n'est pas dupe, parce que mon fils
est intelligent. Mais je lui dis effectivement activité littéraire, rendement faible, économie de niche, pas très bon pour le compte en banque. La politique, sache que la politique, c'est aussi aujourd'hui l'affaire des publicitaires et des comptables, et où de toute façon, tu ne décideras pas grand-chose parce qu'il y a ce qu'on appelle une oligarchie qui décide, et voilà, qui a ses propres règles du jeu. Mais par chance, la connaissance, c'est-à-dire la technique, je crois que les révolutions techniques sont peut-être plus fiables que les révolutions politiques, en ce sens qu'elles créent de l'irréversible. Après le tracteur, on ne revient pas à la charrue ou au soc d'une charrue. Après la pénicilline, on ne revient pas à la décoction. Après Allende, on peut revenir à Pinochet, n'est-ce pas ? Et donc je dis que je ne suis pas du tout technophobe, je suis content qu'il ait choisi une voie, disons, vers les industries de l'espace, car là me semble... je suis content de le voir se libérer des mots en isme, si vous voulez, pour épouser les mots en nique, qui nous font la nique, un peu, c'est-à-dire qu'ils il nous nargue un peu parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ces mots magiques de robotique, etc. Et donc je suis content de voir qu'il entre dans le dur, et je dis que le dur est là peut-être dans l'histoire de l'humanité. Le dur, qui s'oppose au mou, c'est-à-dire le fiable, le résistant, le conséquent, et c'est un héritage des Lumières tout de même, hein. C'est tout de même... l'un des héritages, oui. L'usage de la raison expérimentale, voilà, qui peut peut-être pas lui ouvrir de grandes portes sur des succès mondains, mais qui peut en tout cas faire progresser l'humanité, tout simplement. Alors ne voyez pas dans tout cela une sorte de... J'ai peur que vous me preniez pour un mélancolique. Non, je suis au mieux un... On va y venir à votre mélancolie. Oui, vous vous tromperiez, parce que tout ça, à la limite... Vous savez, mon ami Chris Marker avait une phrase qui est devenue célèbre, l'humour et la politesse du désespoir. Il faut être poli, hein. Il faut être poli, il ne faut pas embêter les gens. Et puis je trouve qu'il y a des choses très, très drôles dans la vie. Je suis très sensible à l'ironie de l'histoire, à l'ironie des choses, voilà. Tous mes camarades d'extrême gauche d'il y a 50 ans qui aujourd'hui... font autre chose, disons, font même... Tout autre chose. Font le contraire. Voilà, on a tous lu l'éducation sentimentale, il n'y a rien de nouveau dans tout ça, mais il ne faut pas le prendre au tragique, c'est la comédie humaine. Hein? Alors, vous dites que vous préférez la nostalgie à la mélancolie. Oui, parce... Quelle distinction vous établissez entre les deux ? Elle est fondamentale. La nostalgie, c'est faire aussi bien que ceux qui vous ont précédé, c'est relever un défi. La nostalgie, c'est ce qui vous met en colère contre le présent. La nostalgie, c'est ce qui vous fait dire, c'est ce qui fait dire à Lénine, eh ben, on va essayer de tenir un jour de plus que la Commune de Paris. C'est ce qui fait dire à tel ou tel c'est ce qui fait dire à Mirabeau ou à Saint-Just qu'il faut faire aussi bien que les Gracques ou que Régulus, les héros de Plutarque. Autrement dit, la nostalgie, contrairement à ce qu'on dit, c'est un grand coup de pied au cul. C'est-à-dire, essayons de reprendre le flambeau. Sinon, nous sommes en manque, nous ne sommes pas à la hauteur de ceux qui nous ont précédés. Alors la mélancolie, c'est, je dirais, c'est flotter dans une sorte de spleen qui n'incite à aucune action. Mais cela dit, on peut lire le spleen de Baudelaire, hein. Mais la mélancolie a quelque chose de contemplatif, éventuellement de
métaphysique. En tout cas, ça ne fait pas bouillir la mélancolie. Alors que on a perdu la guerre d'Espagne, mais on va la refaire ailleurs. En Amérique du Sud. Par exemple, dans votre cas. La Pasionaria. Ah, la Pasionaria. Ouais, j'ai connu la Pasionaria. C'est une femme qui m'impressionne. Alors je sais bien, elle était très stalinienne, mais que voulez-vous? Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, c'est le genre de phrase voilà, qui vous porte. Et j'ai eu la chance de connaître la Pasionaria grâce à Santiago Carrillo, mon ami secrétaire général du parti espagnol. Voilà. Voilà, vous rencontrez des gens comme ça qui, en quelque sorte, qui vous rappellent à vos devoirs et qui vous donnent envie de faire aussi bien que... Bon, vous échouez, bien sûr, on échoue toujours, mais peu à peu, il y a quelque chose qui se construit, qu'on appelle une tradition, qu'on appelle une fidélité, qu'on appelle une mémoire, et donc une suite de projets. Je pense les élans s'affaissent, mais ils se relancent de loin en loin, et nous sommes là pour reprendre la balle au bond. Alors, je disais tout à l'heure en préambule que vous étiez revenu de la politique, mais pas totalement, puisque vous dites quand même, au détour de ce livre, quelque chose d'énorme. Vous dites que finalement, vous n'avez rien fait de mieux dans votre vie que de grimper tout seul à l'automne 1966 sur les hauteurs du nord de La Paz, à la demande de Fidel Castro, pour préparer le terrain au Che. Oui, ce n'est pas rien de dire ça. Non, c'est pas rien, mais faisons attention aux mots. Faire n'est pas penser, n'est pas être. Quand vous faites, c'est-à-dire quand vous avez une action, vous prenez un risque en vue d'un futur, vous êtes donc animé par une croyance, vous ne faites peut-être pas une bonne analyse de la situation objective. Si vous faisiez une bonne analyse de la situation objective, vous ne seriez pas là. Vous feriez autre chose. Vous seriez au cinéma ou vous achèteriez à la bourse des actions de la Shell, par exemple. Mais effectivement, il y a des moments où vous êtes un peu porté au-delà de vous-même. On peut dire, alors vous pouvez dire soit par une mystique, soit par un mythe, soit par une volonté. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sort de vous le meilleur et qui vous rend léger, et qui vous rend audacieux. Et ça, c'est peut-être un moment de jeunesse, c'est peut-être un moment d'inconscience. En tout cas, c'est un moment fort et dont on n'a pas envie de se repentir, au contraire. Mais pour cela, vous savez, il y a le grand problème des Lumières que vous aimez bien, et vous avez raison, c'est que les Lumières n'ont pas compris que l'homme n'est pas que raison, il y a aussi émotion. Et que dans émotion, il y a mouvement. Autrement dit, tout ce qui est réel n'est pas rationnel. Il y a de l'irrationnel, c'est-à-dire il y a du pari, il y a du désir, il y a de l'élan, toutes choses que vous donnent des choses non vérifiables, non falsifiables, comme on dit en philosophie. Donc c'est pourquoi je ne renie pas la croyance. La croyance ne suffit pas. Il faut l'armer rationnellement, si vous voulez, hein. Mais il faut se donner une fin, non pas une fin au sens mort, mais au sens finalité, au sens horizon. Et avoir un horizon, c'est croire en cet horizon, et avoir un horizon, c'est mettre un pas devant l'autre, tout simplement. Ce que un exercice un peu sec de la rationalité ne permet pas. Voilà.
Donc, être parfois illuminé, bah, pourquoi pas, si ça ne devient pas une névrose ou un enfermement dans une utopie. Donc c'est vrai, j'ai connu des moments là, de ces moments. Mais je les ai parfois ressentis, hein, parfois même ici, par exemple. C'est vrai que quand j'ai appris le 10 mai 80 que mon ami François Mitterrand était président de la République, j'ai eu un moment de croyance, de foi. Je pensais qu'il y avait un horizon qui se déployait, voilà, bon. Et puis, je ne le regrette pas du tout. À quel moment est intervenu par rapport à Mitterrand le désenchantement ? Oh, bah, écoutez, c'était en gros un peu comme tout le monde, je veux dire comme un certain nombre de gens en tout cas, avec la fin du premier septennat. J'ai pensé que, bon, il y a eu d'abord ce qu'on appelait le tournant de la rigueur, enfin il y a eu la lente acceptation des règles d'un jeu qui n'était pas le nôtre. Mais peut-être ne pouvait-on pas en changer, ça je ne suis pas assez expert, mais en tout cas je me suis aperçu que la déviation de la trajectoire commençait à être un peu grande, quoi, voilà. Mais vous savez, il y a toujours une déviation de trajectoire. Hein. Vous auriez dit à Theodor Herzl, au premier congrès sioniste à Bâle, lui qui était un démocrate, un progressiste, qu'un jour ce qu'il allait fonder allait devenir une bizarre alliance entre une armée et une religion, il aurait été très surpris. Hein. Mais j'ai envie de vous dire la même chose pour tous les grands révolutionnaires, voire même pour les fondateurs de religions. Est-ce que Jésus aurait été satisfait de voir Jeanne d'Arc brûlée ou l'inquisiteur opéré? Certainement pas. Voilà, donc il faut admettre. Enfin, il faut dire même, il y a des limites. Il faut à un moment donné des corrections de trajectoire. C'est-à-dire, vous dites, quand ça se dévie très fort, vous allez ailleurs. Je ne dis pas que vous passez votre tour, mais en tout cas, vous quittez le bateau. Mais pas pour prendre le soleil, vous quittez le bateau pour faire autre chose, en construire un autre. Alors, vous aimez bien, dans ce livre et en général, désormais, jouer au ptérodactyle, dire que vous procédez d'une préhistoire. Et dans ce livre, vous dites que dans cette préhistoire-là, devenir un as de la finance n'était nullement une profession honorable et encore moins une profession présidentiable. J'ai envie de vous demander comment vous faites en définitive pour supporter l'époque actuelle, qui est le règne de ça, notamment depuis l'élection d'un banquier à la tête du pays. D'abord, je dois vous dire que j'ai des amis banquiers. J'en ai peu, mais j'en ai. Et ce sont souvent des gens très, très cultivés et des gens bien, comme on dit. Enfin, ils ne sont pas légion, je le reconnais, mais enfin, ne jetons pas l'opprobre sur une profession. Cela dit, chaque époque a son échelle de valeur. En 1956, donc quand j'avais 16 ans, l'âge de mon fils, ben, on regardait plutôt du côté des grands écrivains, des grands intellectuels, des grands savants, Jean Rostand par exemple. Puis il y avait des intendants qui s'occupaient de la cuisine, qui étaient les financiers, gens comme ça, voilà. C'est encore une idée qu'on avait sous-jacente. Moi, je me souviens, à l'école normale, au début 60, ceux qui partaient faire l'ENA, on avait une certaine condescendance. Compassion. On disait vraiment,
il va devenir sous-préfet. C'est tout de même bizarre. Il aurait pu avoir un destin un peu plus noble. Enfin voilà. Et puis 20 ans, 30 ans après, il fallait faire l'ENA. Donc voilà, encore une fois, vous allez me juger sans doute trop accommodant. Mais j'ai acquis un certain relativisme. Effectivement, pour moi, un financier, un agent de change, enfin c'était latéral, subalterne, et puis aujourd'hui c'est devenu principal et même impératif. Bon, ça ne durera pas tout le temps, mais c'est une conséquence de l'américanisation de la France. Voilà, je considère que ça fait partie de l'échelle de valeurs. Que le business, la priorité au business, l'obsession du business, le critère de recrutement dans ce qu'on appelle la société civile, qui est la société des affaires. Hegel disait la société du besoin, du commerce, du marché. C'est ça. Et pas seulement ce qu'on nous dit les grandes associations humanitaires. Non, ben voilà, cette société civile a pris le pas sur, disons, l'intérêt public ou l'intérêt collectif, l'intérêt général. Donc, montée du businessman, recul du fonctionnaire, opprobre jeté sur ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mauvaise époque pour les cheminots, mauvaise époque pour les professeurs, mauvaise époque pour les aides-soignantes. J'espère qu'on en sortira de cette époque. Mais voilà, je le constate un peu, je dirais, avec un regard, comment dirais, disons que je suis un intellectuel concerné et aussi consterné. Je ne dis pas résigné, mais en tout cas décidé à avoir d'autres horizons que ce monde-là, qui ne m'intéresse plus beaucoup. Dernière question, Régis Debray, vous écrivez dans Bilan de faillite que la vie commence féroce et finit bienveillante. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même mais oui, vous me trouvez trop bienveillant. Un risque oui, je sais, de renoncement? D'abord, j'ai envie de vous dire que la retraite n'est pas faite pour les chiens. Bon. On a le droit à un moment de dételer. Pourvu qu'on ne renie rien, hein. Grande affaire. Et que, excusez-moi, moi je suis un écrivain, je ne suis pas né militant, mais je suis né littéraire. Voilà. Et donc, j'estime que quand je vais cet été faire un été avec Valérie sur France Inter, j'ai l'impression que je contribue un peu, je dirais, non pas à éclairer les esprits, mais je contribue au maintien d'une certaine exigence intellectuelle qui fait partie de la citoyenneté. Voilà. Donc permettez-moi de ne pas être tout le temps féroce ou d'être féroce en privé seulement. Parce que la férocité en public, ça coûte cher. Et que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Non, mais j'admets, si vous voulez, qu'il faut ruser avec l'histoire. Les gens comme moi, nous sommes en position de faiblesse. Nous sommes des vaincus. Je m'excuse de vous dire ça. Mais le socialisme est vaincu, la République à la française également, par une nouvelle forme de démocratie anglo-saxonne. Voilà, ce projet historique est temporairement
sous le boisseau. Donc il faut en maintenir peut-être l'idéal régulateur, une sorte d'exigence au fond de soi, mais il faut aussi tenir compte des moyens qu'on a et qu'on n'a pas. Et moi, je n'en ai plus beaucoup, donc il y a peut-être le roman, il y a peut-être la poésie, il y a peut-être des livrets d'opéra. Ça aussi existe. Ce n'est pas une forme directe de militance, mais c'est peut-être une petite contribution à la vie de l'esprit, comme on dit. Merci beaucoup, Régis Debray, de nous avoir rendu visite aux médias. Et pardon pour ma bienveillance. Je rappelle le titre de votre livre que je recommande à ceux qui nous écoutent, Bilan de faillite, chez Gallimard. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien libre.